La ligne bleue spéciale le confinement. Une autre entrevue avec cette fois un ancien étudiant athlète de l'équipe de rugby masculin qu'on a avec nous, Édouard Giroux. Bonjour. Bonjour Renaud. À mes côtés également, Raphaël Bergeron-Gosselin, mon complice de toujours. Bonjour Raphaël. Hello. Alors aujourd'hui, donc, on diffuse en date du mardi le 31 mars. C'est la date à laquelle vous entendez cet épisode, mais nous sommes vendredi le 27. Je fais la précision parce que vous allez voir dans quelques instants, on parle avec Édouard qui est médecin et on va parler du COVID-19 et de son implication dans le cadre de son travail. Donc, on parle en date du vendredi le 27. Évidemment, cette situation évolue à un rythme très rapide. Donc, il faut savoir qu'on est en ce moment vendredi le 27. Donc, Édouard, sautons dans le vif du sujet. On doit d'abord te situer où tu es présentement. Tu n'es pas du tout dans la région de Montréal. Tu as quitté les Carabins en 2010, à la fin de la saison 2016. Tu as quitté les Carabins et tu es rendu dans un tout autre coin du pays. Raconte-nous où tu es rendu. Oui, c'est ça. En fait, Renaud, je m'attendais à poursuivre mon études au Québec. Mais j'ai rencontré une femme qui venait de l'extérieur du pays. Puis le destin a fait qu'on s'est réunis entre le Québec et l'Europe, donc au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est là que j'ai fait ma résidence en médecine familiale 2 ans. Puis mon début de pratique aussi en tant que médecin de famille au Nouveau-Brunswick. Actuellement, je travaille dans le nord de la province, qui est à la jonction entre la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. À environ 9 heures de route de Montréal, peut-être. 8-9 heures. Une petite affaire, un petit 9 heures de route comme ça, là, tranquille. Mais tant mieux si vous êtes rejoints, pas vraiment à mi-chemin, mais presque, en tout cas, à un point entre les deux. Donc, dans ton petit coin du Nouveau-Brunswick, actuellement, on parle de ça parce que, bon, tu es médecine familiale, comme on vient de le dire. Depuis que tu as quitté les Carabins, tu pratiques après avoir terminé ton stage. En ce moment, évidemment, tout le monde est sensibilisé à la réalité des médecins et des infirmières à travers le monde dans cette lutte unifiée contre le virus de la pandémie du COVID-19. Comment tu as vécu ça, ce début de crise-là, au début mars, le 12-13 mars, parce que, comment dire, la Terre a arrêté de tourner. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, comment ça a évolué dans ton cas, dans le cadre de ton travail également? Oui, dans le fond, dans le milieu de la santé, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis fin janvier. Avec les développements qu'on apprenait quotidiennement, avec le nombre de décès qui augmentait, puis aussi avec l'étendue de l'épidémie qui, au début, a touché la Chine, puis les restes des pays asiatiques, et enfin Europe. Donc, c'est dans l'air depuis quand même au moins un mois, qu'on parle du COVID. Puis bien sûr, on a eu le premier cas qui est arrivé au Québec vers la fin du mois de février. Puis déjà là, les systèmes étaient déjà en place pour se préparer pour l'épidémie qui déferle sur nos régions. Un type de préparation dans ce genre d'épidémie-là qui vont à différents niveaux. Il y a la préparation populationnelle, si on veut, qui est un peu ce à quoi on est tous assujettis actuellement. Donc, l'isolation volontaire, la réduction des contacts sociaux, le changement de nos habitudes de vie qui est la composante, je pense, la plus primordiale pour se préparer à une pandémie comme ça. C'est quelque chose à laquelle toi et les auditeurs sont familiers. Il y a aussi l'aspect plus au niveau du système de santé qui est organisationnel, qui est de redesigner la façon dont le système de santé fonctionne pour accueillir des cas qui sont dangereux, qui sont aussi très à risque de contamination, afin de protéger la population et le personnel. Puis aussi tout le travail plus personnel que les médecins, les infirmières durant leur temps libre, qui est de se préparer à la maladie. Je trouve beaucoup d'énergie à faire avec le sport. On se prépare à affronter un adversaire qu'on ne connaît pas vraiment. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de dégâts, puis que ce soit un combat qui soit difficile. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est de se préparer le plus qu'on peut avant le match. Édouard, cette pandémie qui frappe la planète au complet du COVID-19 vous a forcé un peu, j'imagine, à revoir la façon dont vous travaillez dans le domaine de la médecine au complet, que ce soit les infirmières, les préposés bénéficiaires, les médecins. Ça a changé du tout au tout, là, j'imagine. Oui, absolument. Ça demande beaucoup d'adaptation pour faire face à la crise. Ça fonctionne, ça a changé les systèmes de communication tout d'abord. Il faut qu'on puisse communiquer l'information
du directeur de la santé publique jusqu'aux régions, jusqu'aux médecins et au personnel en général. Ça a aussi changé beaucoup la façon dont on se perçoit les uns les autres, parce qu'on est tout aussi important, quand je pourrais dire. Il n'y a pas de hiérarchie, là, finalement, là, c'est ça. Là. C'est ça, il n'y a pas de hiérarchie. Si le médecin n'est pas là, les patients n'ont pas de prescription. Si les infirmières ne sont pas là, les prescriptions ne sont pas données. Si les préposés aux bénéficiaires ou ne sont pas là, ben, les patients ne peuvent pas être traités comme il faut. Si on n'a pas les personnes ménagées pour prendre soin des salles, tout le monde va se contaminer. Si la buanderie ne lave pas l'équipement, on n'aura pas d'équipement pour travailler. Si les gens de la cafétéria ne font pas les repas pour les patients, c'est un milieu qui est une grande équipe en fait. Là. Puis c'est dans les situations de crise comme ça qu'on s'en rend vraiment plus compte. Oui, puis j'imagine que déjà, la plupart des systèmes de santé étaient, comment dire, testés à leur pleine capacité en temps normal, même sans pandémie. Là. On parle des hôpitaux qui sont débordés et tout. Donc, il y a déjà cette espèce de solidarité qui existe entre travailleurs de la santé au départ. Mais là, vraiment, c'est vous en unité contre un immense ennemi invisible. Oui, absolument. Ça a demandé beaucoup de préparation parce qu'on n'est pas encore rendu dans le plein de la crise. On voit que tranquillement, la vague vient à nous. Puis tout ce qu'on fait actuellement, c'est de se préparer à subir cette vague-là. Puis en espérant qu'on puisse tenir le plus longtemps possible, puis qu'on ait les ressources pour pouvoir traiter toute la population lorsqu'on va être au plus fort de la crise. Puis on voit présentement dans le coin de pays où vous êtes au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas encore beaucoup de cas. Bref, la vague, comme tu dis, n'est pas encore arrivée. Mais on voit ce qui se passe, ce qui se passe en Asie, en Europe, aux États-Unis, qui commence à se passer à Montréal tranquillement. Fait que, sachant ce qui s'en vient tranquillement, concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais qu'on ne peut pas faire de miracle, mais comment on se prépare du mieux qu'on peut? C'est quoi les mesures qui sont mises en place? Moi, je dirais que la mesure la plus importante, c'est d'éviter la contraction du virus. Ça, c'est une mesure que tout le monde, tous les auditeurs, puis vous pouvez faire. C'est vraiment d'éviter de contacter les autres, de faire de l'isolement social, en fait, c'est le plus important. On évite que le virus se transmette. Nous, dans le système hospitalier, on est un peu la deuxième ligne, la troisième ligne. Lorsque cette mesure-là ne fonctionne pas, c'est là que nous, on intervient pour essayer de traiter le plus qu'on peut les gens qui se retrouvent à l'hôpital infectés, les gens plus vulnérables. Édouard, oui. t'avais-tu terminé? Oui, non, vas-y. OK, oui. Essentiellement, oui, ça, c'est la magie de la vidéoconférence. Édouard, je voulais savoir, toi, tu es en médecine familiale, donc une branche de la médecine qui n'est pas nécessairement appelée à se rendre souvent dans les cas de soins intensifs et tout, mais j'imagine que votre corps de médecin, donc dans ta région, je ne sais pas combien de médecins vous êtes, mais est-ce qu'un jour tu vas être appelé à être un petit peu plus dans la. Comment dire, je cherche une analogie de rugby, mais sur la première ligne là, face au COVID dans le scrum ou. Oui. Ben, si on veut, oui, absolument, parce que les médecins de famille, on est les plus nombreux, on est la première ligne du système de santé. On a des spécialistes qui sont assez limités. Je te dirais que dans l'hôpital où je travaille, on a 3 spécialistes en médecine interne, 4 si on veut, qui font des soins. Ça n'en prend qu'un qui tombe malade pour que le système soit beaucoup fragilisé. Notre rôle comme médecin de famille, ça aide beaucoup de faire de l'hospitalisation, de gérer les cas de COVID qui sont pas intubés, mais qui sont assez instables pour être à l'hôpital. Dans mon hôpital, par exemple, on a une unité dédiée au COVID, on aura une dizaine de lits prévus. Puis c'est un médecin qui va s'occuper que de ces patients-là pour éviter de contaminer les autres ailleurs dans l'hôpital. On fait aussi des traitements qui préviennent la transmission du COVID. Par exemple, on a adapté nos cliniques sans rendez-vous ou avec rendez-vous par téléphone afin d'éviter le déplacement des patients et la transmission du virus. Donc, on a différentes méthodes et différents fronts sur lesquels on est appelé pour traiter ces virus-là. Je vous dirais par contre qu'on est rarement dans les soins intensifs. Là.
Ouais, ouais, ouais. Et toi, donc, j'imagine qu'entre médecins, il y a une forme de communication qui se fait, de préparation qui se fait par rapport à échanger des données et tout sur la bête, là, le COVID, là. Oui, on reçoit beaucoup, beaucoup de courriels, des dizaines de courriels par jour. C'est sans compter, les médecins généralement se regroupent aussi sur des groupes Facebook qui partagent des études, qui partagent des données, qui partagent des expériences de différents milieux. Euh, on a la chance ici en Amérique du Nord d'avoir l'expérience des autres régions du monde par rapport à ça. C'est une expérience de 12 semaines seulement. C'est pas beaucoup. On ne connaît pas encore très bien l'adversaire, mais tous les jours, on apprend un petit peu plus grâce à nos collègues de partout dans le monde. Finalement, c'est un peu comme si vous arrivez dans un tournoi contre une équipe que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu vidéo, puis vous devez affronter, puis il y a absolument peu ou pas de données sur eux, à part quelques statistiques, puis on fonce la tête baissée finalement, là. C'est ça. Là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la vidéo, si on veut prendre une analogie. Là. On regarde qu'est-ce qu'ils font ailleurs. Euh, on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le virus. On étudie les plans de match. Euh, Puis surtout, les gestionnaires du système de santé élaborent des plans de match qui nous permettent de mieux traiter ou de mieux gérer ce virus-là pour espérer d'avoir le moins de morts possible dans nos communautés. Et de ce que j'ai cru comprendre ou lire, c'est que la médecine italienne, même si affligée épouvantablement dans cette crise-là, partage beaucoup de ses connaissances, de toutes ces observations que le système de santé italien, c'est un peu un livre ouvert pour vous en ce moment. Oui, exactement. Les Italiens n'ont pas été chanceux parce que euh, l'épidémie s'est déclarée de façon un petit peu inattendue chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu une quantité incroyable de cas, puis ils ne savaient plus vraiment où ça avait commencé, puis la transmission communautaire était rapidement établie, donc c'est une situation un peu catastrophe. Donc, nous, on a pu vraiment voir ce qui se passait là-bas. Les médecins italiens nous ont donné beaucoup d'informations à travers différentes publications, à travers différents podcasts qui nous servent, dans le fond, à nous préparer à ce qui vient ici. Est-ce que dans tes années de médecine, de toutes ces années d'études, ces nombreuses années d'études, tu t'imaginais un jour te retrouver, évidemment, pas dans un scénario aussi massif, mais vraiment vous êtes dans une bataille incroyable là, qui a été peu souvent vue dans l'histoire de l'humanité, là. Oui, donc, je dirais que durant mes études, on a quand même eu Ebola, qui était une grosse affaire. Ebola qui a un taux de mortalité d'environ 50 ce qui est énorme Oui. par rapport au COVID, dont on ne connaît pas encore le taux de mortalité, mais qui est plutôt entre 1 et 3 on a eu des cours de santé communautaire, de santé publique, mais concrètement, c'est impossible de se préparer à 100 pour quelque chose comme ça. C'est une situation qui est unique. Je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis une centaine d'années lorsqu'on a la grippe espagnole. Je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire avec le COVID-19. Et comment tu te sens, toi, en ce moment? Est-ce que tu sors de chez vous en marchant au ralenti, puis tu as l'impression d'être le super-héros de la communauté? Ou comment tu te sens par rapport à ça en ce moment? C'est dur à dire. Une partie de moi est fébrile parce que c'est de la nouveauté, puis il y a une partie d'inconnu. Mais une partie de moi est aussi qui a un peu peur comme tout le monde, peur de contracter le virus. C'est sûr que moi, si j'attrape le virus, les chances que j'ai des complications sont minimes, mais c'est plutôt ma peur de l'attraper et de le transmettre à d'autres personnes qui sont plus fragiles, puis que ces personnes-là, malheureusement, décèdent à cause de moi de façon involontaire. Il doit C'est un quand peu même ça. avoir, Oui, vas-y, je t'en prie, Raphaël. il doit quand même avoir une ambiance ça, spéciale un petit peu à l'hôpital parce que, comme tu disais, il y a un peu tout le monde met le personnel de la santé en ce moment de l'avant et c'est amplement mérité. Mais de l'autre côté, comme tu dis, c'est sûr et certain qu'il y a une crainte parce qu'on demande à tout le monde de rester à la maison, de se protéger, de se laver les mains. Et vous, parce que le métier oblige, on vous envoie un petit peu dans le milieu de tout ça, où il y a plein de gens affectés. Donc, ça doit être un mix d'émotions vraiment partagées, là. Oui, et puis il y a beaucoup d'anxiété chez certaines personnes aussi, la peur de ramener le virus à la maison chez la famille.
On a des nouveaux protocoles qui exigent qu'on se change dès qu'on arrive à l'hôpital. Généralement, moi, je travaille en chemise puis en pantalon, mais maintenant, c'est en scrub uniquement. Quand ma journée finit, je mets mes vêtements. La première chose que je fais à la maison, c'est que je prends une douche, tous mes vêtements dans la machine à laver, température chaude. On se lave les mains, on se lave les mains, on se lave les mains. C'est une nouvelle routine qui s'installe pour justement nous protéger le plus qu'on peut du virus. Vous connaissez quand même ces petits trucs du métier. Vous avez des processus qui vous sont fournis par les différentes directions de la santé publique. C'est sûr que des fois, on a l'impression que l'enjeu dans ce combat-là face au COVID-19, c'est l'ignorance des grandes masses de population, le fait que la plupart des gens ne sont pas tous au courant des bonnes mesures ou la réalité parfois distorsionnée par notre perception. Est-ce que des fois, ça te fâche de voir comment le monde évolue dans ce combat-là ou tu es quand même confiant de voir comment ça se passe actuellement? Ben, c'est sûr que dans n'importe quelle situation, il y a des bons moments et des mauvais moments ou des situations qui nous fâchent ou qui nous réjouissent. Je pense que l'important, c'est quand même de regarder toutes les belles choses qui se passent malgré ce qu'on subit. La grande majorité des gens collaborent. La grande majorité des gens font ce qu'ils ont à faire. Puis il y a même des gens qui font des actions vraiment surprenantes puis vraiment belles. Donc ça, c'est quelque chose qui est encourageant et qui nous pousse à donner notre 100% à chaque fois qu'on sera à l'hôpital. Parlons sport maintenant. Ancien de l'équipe de rugby masculin de 2012 à automne 2016. On me dit 2017, mais tu étais aussi jusqu'en 2017, mais ta dernière saison, c'était à l'automne 2016, le premier et seul championnat de l'histoire de l'équipe de rugby masculin des Carabins. Quel souvenir tu gardes de ton passage avec les Bleus en termes de rugby ou de rapport humain? Ou quels sont tes plus beaux souvenirs que tu gardes? J'ai aucun souvenir particulier avec l'équipe de rugby qui est plus beau qu'un autre. L'équipe de rugby des Carabins, c'est une grande famille à laquelle je me sens toujours associé. Le rugby, c'est un sport avec incroyablement de cohésion, de super belles valeurs. Puis c'est des valeurs que je trouve que quand tu commences à jouer dans une équipe de rugby, au début, tu connais personne, c'est quelques connaissances, mais à la fin d'une saison, tu peux dire que tu as une nouvelle famille. C'est vraiment... c'est dur à exprimer, là. Non, mais c'est tout à fait... c'est bien exprimé, en fait. C'est vraiment un esprit d'unité parce que, comment dire, sans faire de parallèle trop mielleux avec ce que tu vis en ce moment, vous vous préparez à la guerre à chaque match, puis c'est ensemble, littéralement, bras dessus, bras dessous, que vous le faites. Là, c'est dans cet esprit d'unité que vous affrontez, non pas un sport individuel où vous pensez à vos performances individuelles également. Là. C'est un esprit collectif très fort, puis ça permet de souder un peu une équipe ensemble. Là. Oui, exactement. Il y a quelques parallèles qu'on peut faire avec une équipe de rugby où vraiment, au rugby, comme dans le monde de la santé, chaque acteur est important. S'il nous manque un joueur, on va perdre le match. Puis il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un d'autre. On est tous au même niveau. Puis malgré la distance, comme tu disais, tu es environ à 8-9 heures de Montréal, est-ce que tu es en contact encore par moment? Là, c'est sûr que tu dois être vraiment occupé ces temps-ci, mais avec des anciens coéquipiers, des anciens Carabins avec qui tu parles puis qui se tiennent un petit peu au courant de ta vie et de ce que tu vis en ce moment? Oui, absolument. À travers différents groupes Facebook, on échange encore beaucoup. On ne s'est pas rencontrés depuis longtemps à cause de la distance physique. Je sais que récemment, il y avait un gala Carabin organisé avec les anciens il y a quelques semaines. Oui, effectivement, un gala Carabin Rugby, oui. Ouais, malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais j'ai entendu dire que c'était une très belle soirée. Ah, il y en aura d'autres. Hein? Chaque chose dans son temps en ce moment. Tu mènes avec tes collègues un combat extraordinaire contre cette pandémie de COVID-19. Merci, Édouard. On va se laisser là-dessus parce qu'on va te laisser retourner te reposer. Le repos bien mérité à toi et à tous les travailleurs de la santé. Puis je pense qu'au mon nom, au nom de celui de Raphaël, j'imagine, et de toute l'organisation des Carabins au complet, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la collectivité. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis, continuez
continuez à faire ce que vous faites. C'est vraiment très, très beau. Il y a comme effectivement beaucoup de drame dans ce qu'on vit en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de beau. Et mettre en lumière le travail que vous faites pour nous, en première, deuxième, troisième ligne, peu importe la ligne, c'est vraiment très apprécié. Merci à vous, Renaud, Raphaël, puis tous les auditeurs, surtout pour faire votre sport. Je pense que rester à la maison, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Puis vous allez sauver beaucoup, beaucoup de vies en faisant ce qui est indiqué. Absolument. Et on ne se le fera pas dire 2 fois. Si on a l'occasion de rester à la maison en jogging, on va le faire. C'est sûr et certain. Pas si compliqué, ça. Non, exactement. Nous, on a la partie facile, donc on va le faire vraiment et tous ceux qui sont à l'écoute vont le faire également. On reste à la maison et on fait notre part dans ce combat contre le COVID-19. Donc, Édouard, merci beaucoup et je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.